Le trouble de l'anxiété généralisée. Le trouble de l'anxiété généralisée, souvent abrégé sous le nom de TAG, se distingue par une toile de fond d'inquiétude constante, envahissante, qui colonise lentement mais profondément le quotidien de celles et ceux qui l'affectent. Il ne s'agit pas ici de cette appréhension ponctuelle que chacun peut éprouver à l'approche d'un événement important, ni de ces pensées fugaces qui traversent l'esprit lorsque l'on anticipe un défi à venir. Non, l'anxiété généralisée s'installe, se répète, s'incruste. Elle devient un mode d'être au monde. Le cœur du tableau clinique réside dans une inquiétude chronique, souvent décrite par les patients comme impossible à mettre à distance. Elle est vécue comme un flot de préoccupations incessantes qui se déplacent d'un objet à un autre. Aujourd'hui, la santé, demain le travail, puis les finances, puis la famille. Aucun domaine n'est épargné. Et ce qui frappe le plus, c'est la difficulté à interrompre cette rumeur intérieure, même lorsque l'on a pleinement conscience de son absurdité ou de son caractère excessif. Le sujet tente de se raisonner, mais l'inquiétude se reforme aussitôt, comme une vague qui revient heurter le rivage malgré les digues dressées. L'histoire de Marie illustre bien ce tableau. Étudiante brillante, elle vit chaque nouvelle étape de sa scolarité comme une épreuve potentiellement catastrophique. Malgré d'excellents résultats, elle se convainc qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle va échouer, qu'elle n'y arrivera pas. Ses relations amicales et amoureuses sont elles aussi teintées de doutes, comme si elle guettait à chaque instant la preuve qu'elle est indigne d'être aimée, ou qu'un faux pas va tout faire basculer. Chaque repas devient source de tension. La nourriture pourrait nuire à sa santé. La balance pourrait trahir un écart. Sa tension pourrait grimper. Et derrière ces gestes du quotidien se cache une peur sourde, irrationnelle, d'un désastre toujours possible. À cette agitation mentale s'ajoutent des manifestations corporelles, qui renforcent encore l'impression d'alerte permanente. Le sommeil est souvent perturbé. Difficulté d'endormissement, réveil nocturne, impression de ne jamais vraiment récupérer. Les tensions musculaires, la fatigue chronique, les maux de tête, les douleurs abdominales, les troubles digestifs viennent s'ajouter à l'inconfort psychique, comme si le corps lui-même participait à l'état d'hypervigilance générale. Il ne s'agit pas d'un symptôme isolé, mais d'une constellation d'effets secondaires qui traduisent dans la chair ce que l'esprit tente en vain de réguler. Il est pourtant essentiel de ne pas confondre cette forme pathologique d'inquiétude avec les préoccupations ordinaires de la vie. L'inquiétude normale est ponctuelle, contextualisée, modulable. Elle disparaît lorsque l'événement est passé ou que la situation est clarifiée. Elle peut être désagréable, mais elle ne paralyse pas, ne ronge pas l'énergie vitale. Dans le cas du trouble de l'anxiété généralisée, au contraire, l'inquiétude persiste au-delà de toute justification rationnelle. Elle s'installe depuis des mois, souvent depuis des années, et résiste à toute tentative de soulagement. Elle devient le prisme à travers lequel le monde est perçu, toujours menaçant, toujours incertain. Les critères diagnostiques permettent de poser un cadre à cette souffrance diffuse. L'anxiété et les soucis doivent être présents la plupart du temps depuis au moins 6 mois, concerner plusieurs domaines de la vie et s'accompagner d'au moins 3 symptômes parmi les suivants: agitation, fatigabilité, troubles de la concentration, irritabilité, tension musculaire et troubles du sommeil. Mais au-delà des critères formels, c'est le vécu du patient qui importe.
Cette sensation d'être en alerte constante, d'anticiper sans cesse le pire, d'être incapable de profiter du présent, tant l'avenir semble incertain. Le trouble de l'anxiété généralisée ne s'exprime pas dans des accès spectaculaires de panique ou des évitements massifs. Il se manifeste dans une inquiétude rampante, obstinée, souvent silencieuse, mais d'autant plus épuisante. Et c'est précisément cette banalité apparente, cette forme d'angoisse qui ne crie pas mais ronge, qui rend parfois ce trouble difficile à reconnaître. Et pourtant si lourd à porter pour celles et ceux qui en sont prisonniers. Le trouble de l'anxiété généralisée, bien qu'il s'exprime souvent dans une tonalité discrète, affecte une part significative de la population. Il se glisse dans la vie des individus avec une régularité silencieuse, suffisamment fréquent pour en faire l'un des troubles psychiques les plus répandus, mais paradoxalement souvent méconnu ou mal identifié. Dans la population générale, on estime qu'environ 1 personne sur 20 chaque année traverse une période marquée par ce type d'anxiété chronique. Ce chiffre pourrait pourtant être en deçà de la réalité, tant le trouble sait se camoufler sous des apparences de nervosité banale ou de stress dit normal. Le profil des personnes concernées dessine une certaine régularité. On observe une nette prédominance féminine, comme si les femmes étaient plus fréquemment exposées à ce type d'inquiétude diffuse ou peut-être plus enclines à en parler. Ce déséquilibre, loin d'être anecdotique, invite à réfléchir aux pressions sociales, aux rôles genrés, aux attentes intériorisées qui peuvent contribuer à rendre certaines vies plus vulnérables au doute, à l'hypervigilance, à l'anticipation inquiète. Le trouble débute souvent tôt dans l'existence, bien avant que les repères identitaires soient solidement établis. Il s'insinue parfois dès l'adolescence ou le début de l'âge adulte, à un moment où l'individu tente de trouver sa place dans un monde incertain. Mais ce tableau évolue aussi avec l'âge. Chez l'adulte jeune, l'anxiété généralisée se manifeste souvent par une tension mentale importante, une agitation corporelle, un besoin de contrôle sur les moindres détails du quotidien. La vie professionnelle, les relations, les choix de parcours deviennent autant de sources d'angoisse. Chez la personne âgée, le trouble prend parfois une autre coloration. Les préoccupations se recentrent sur la santé, la solitude, la peur de perdre ses facultés ou de devenir une charge pour autrui. Le corps, devenu plus fragile, devient à la fois théâtre et objet de l'inquiétude. Et pourtant, malgré ces formes différentes, le noyau reste le même. Une inquiétude excessive, tenace, qui se nourrit de tout et ne se satisfait de rien. Ce qui rend le trouble de l'anxiété généralisée particulièrement problématique, c'est sa tendance à la chronicité. Contrairement à d'autres troubles anxieux qui peuvent survenir par épisodes plus délimités, celui-ci persiste. Il s'infiltre dans le quotidien, fluctue sans jamais réellement disparaître, et s'installe comme un bruit de fond permanent. Les rémissions spontanées sont rares. Sans intervention, le trouble a tendance à se pérenniser, parfois pendant des années, voire toute une vie, modulant les ambitions, limitant les choix, affaiblissant la joie. Malgré cette prévalence et cette persistance, le trouble de l'anxiété généralisée demeure fréquemment sous-reconnu, notamment en milieu spécialisé. Il se dissimule derrière des plaintes somatiques, des troubles du sommeil, des douleurs inexpliquées ou un épuisement sans cause apparente. Le patient, souvent, ne parle pas d'anxiété. Il parle de fatigue, de tension, d'un sentiment diffus de ne jamais pouvoir se reposer intérieurement. Le clinicien, quant à lui, peut être tenté de s'attarder sur des diagnostics plus visibles
plus spectaculaire, et passer à côté de cette inquiétude constante qui se trouve en toile de fond. Car c'est là toute la singularité de ce trouble. Il est fréquent, précoce, persistant, mais souvent invisible. Il use sans faire de bruit, et pourtant il affecte profondément la qualité de vie, grignote l'élan vital, colore l'existence d'un voile de doute permanent. Le reconnaître, c'est déjà lui enlever une part de sa puissance. C'est nommer ce qui, trop souvent, se tait dans les recoins du quotidien. Explorer les origines du trouble de l'anxiété généralisée revient à se pencher sur la manière dont le corps, l'esprit et l'histoire individuelle se conjuguent pour façonner un état d'alerte permanent. Il ne s'agit pas d'un phénomène univoque, ni d'un simple dérèglement chimique ou d'un trait de caractère excessif, mais d'un enchevêtrement de facteurs qui, ensemble, rendent certaines personnes plus vulnérables à cette forme diffuse et persistante d'angoisse. Sur le plan biologique, tout d'abord, certains individus semblent porter en eux une disposition à l'anxiété, une sorte de terrain fragile, transmis parfois silencieusement à travers les générations. Les études menées auprès de jumeaux ou de familles révèlent une tendance. Lorsque l'un souffre d'un trouble anxieux, les autres y sont plus exposés. Ce n'est pas une fatalité génétique, mais une vulnérabilité de fond, un substrat sur lequel l'environnement viendra s'imprimer. À cette hérédité s'ajoute une réactivité corporelle particulière. Chez les personnes atteintes, le corps semble toujours prêt à réagir. Tension musculaire chronique, fatigue inexpliquée, sensation constante de crispation. Pourtant, ce corps, paradoxalement, ne répond pas toujours aux stimuli de la manière attendue. L'alerte est permanente, mais la réponse physiologique reste inadaptée, comme si un système d'alarme sonnait sans qu'aucune véritable mobilisation ne suive. Cette tension silencieuse, cette fatigue qui n'ose pas s'exprimer pleinement, devient elle-même source d'inquiétude. Mais les racines de l'anxiété généralisée ne se logent pas seulement dans les fibres du corps. Elles prennent aussi place dans le tissu plus subtil de la pensée. L'esprit anxieux est un esprit vigilant, sans relâche. Il scrute l'environnement à la recherche de signaux de danger, parfois minuscules, imperceptibles pour d'autres, mais amplifiés dans le filtre cognitif de celui qui anticipe le pire. Il ne s'agit pas d'une volonté de dramatiser, mais d'un réflexe mental profondément ancré. Une remarque ambiguë, un délai inhabituel, un geste mal interprété deviennent immédiatement des signes d'une catastrophe imminente. Cette hypersensibilité aux signaux menaçants oriente l'attention vers tout ce qui pourrait confirmer un danger, quitte à ignorer les éléments rassurants. La pensée anxieuse dans ce contexte est rarement réaliste. Elle s'oriente spontanément vers des scénarios extrêmes. Elle imagine des issues défavorables. Elle anticipe des échecs, des pertes, des erreurs. Ce biais catastrophique, bien que souvent reconnu comme excessif par la personne elle-même, ne cède pas à la raison. Il fonctionne à bas bruit, de manière automatique, sans passage par la réflexion volontaire. Il suffit d'un mot, d'une image, d'une sensation, et tout un scénario anxiogène se déploie. C'est cette mécanique souterraine qui épuise le sujet, pris dans un enchaînement d'alertes internes qu'il ne parvient pas à désactiver. Enfin, ces vulnérabilités biologiques et cognitives prennent racine très tôt, dans les premières expériences de vie, au moment où l'individu découvre ou ne découvre pas qu'il a prise sur le monde. L'éducation joue ici un rôle fondamental. Un enfant qui grandit dans un environnement imprévisible, instable, où les réponses des adultes sont incohérentes,
trop dure ou trop absente, apprend très tôt que le monde est incontrôlable. Il intériorise l'idée que ses émotions sont dangereuses ou inappropriées, qu'il ne peut compter que sur une vigilance permanente pour éviter le malheur. Un parent anxieux, surprotecteur ou critique peut, sans le vouloir, transmettre cette posture de peur anticipée, cette croyance selon laquelle le danger est toujours imminent et que l'on n'est jamais vraiment prêt. Ce sentiment précoce d'impuissance, d'incertitude non contenue devient avec le temps un mode de fonctionnement. L'individu apprend à douter de sa capacité à faire face, à imaginer constamment ce qui pourrait mal tourner, à surinvestir le contrôle pour éviter la surprise. C'est dans ce contexte que s'installe le trouble de l'anxiété généralisée. Non comme une réaction ponctuelle à un événement, mais comme une organisation stable de la pensée, du corps et de l'émotion. Comprendre l'éthiopathogénie de ce trouble, c'est donc reconnaître qu'il ne surgit pas par hasard, qu'il résulte d'une lente construction où s'entrelacent biologie, apprentissage précoce et processus mentaux. C'est aussi entrevoir qu'il ne s'agit pas simplement de trop penser ou de trop s'inquiéter, mais d'une réponse complexe à un vécu d'insécurité profondément ancré dans l'histoire singulière de chacun. Le trouble de l'anxiété généralisée se caractérise par une évolution insidieuse, marquée par des fluctuations d'intensité plus que par des épisodes délimités. Il ne s'agit pas d'une crise aiguë qui surgit puis disparaît, mais d'un fond anxieux persistant, parfois modulé par les circonstances, souvent sans lien clair avec l'extérieur. L'anxiété semble se nourrir d'elle-même, se déplacer d'un sujet à un autre, comme un courant souterrain qui ne cesse jamais vraiment. Le sujet connaît des périodes d'accalmie relative, mais rarement de répit total. Et lorsque l'anxiété semble s'apaiser, ce n'est bien souvent qu'une veille trompeuse avant une nouvelle poussée. Le trouble évolue ainsi par vagues, avec des rechutes fréquentes, particulièrement lors des phases de transition ou de vulnérabilité personnelle. Cette chronicité, cette manière qu'a le trouble de se glisser dans le quotidien, de se confondre avec la personnalité ou le mode de vie, peut en rendre le repérage délicat. Il est d'autant plus important de savoir le différencier d'autres troubles avec lesquels il partage certaines similitudes, mais aussi des divergences fondamentales. À la différence du trouble panique, l'anxiété généralisée ne s'exprime pas sous forme de crise soudaine, intense, marquée par une sensation de catastrophe imminente. Dans le trouble panique, la peur surgit brutalement, souvent sans avertissement, comme un orage intérieur foudroyant. Le TAG, lui, est plus diffus, plus constant. L'inquiétude n'explose pas, elle ronge, elle s'étale, elle use. Là où la panique paralyse par excès, l'anxiété généralisée inhibe par saturation. Par rapport au trouble obsessionnel compulsif, l'anxiété généralisée ne se structure pas autour de rituels spécifiques, ni de pensées obsédantes centrées sur des thématiques précises comme la contamination, l'ordre ou la moralité. Le sujet anxieux n'est pas prisonnier d'un système de contrôle rigide, mais d'un flux incessant de préoccupations changeantes, aux contours flous, difficiles à cerner et à raisonner. Il n'est pas obsédé par une idée, il est habité par une incertitude généralisée. Quant à la phobie sociale, elle se distingue par la crainte marquée et spécifique d'être jugé, évalué ou humilié dans des contextes sociaux. L'anxiété qui l'accompagne est focalisée sur les interactions avec autrui, souvent limitée à certains environnements. Prise de parole, repas en public, rencontres nouvelles. Le trouble de l'anxiété généralisée, au contraire, ne cible pas spécifiquement le regard de l'autre. Son spectre est bien plus large, englobant tous les domaines de la vie. Santé, famille, finances, avenir, quotidien.
Enfin, il faut souligner l'extrême fréquence des comorbidités dans ce tableau. La dépression s'associe très souvent à l'anxiété généralisée, comme si l'usure liée à l'inquiétude permanente finissait par éteindre peu à peu l'élan vital. La lassitude, le découragement, la perte de plaisir viennent s'ajouter à la tension initiale et modifient le paysage psychique du patient. D'autres troubles anxieux peuvent également coexister, créant une véritable intrication symptomatique. Des excès de panique dans un fond anxieux chronique, des évitements sociaux sur fond de préoccupations généralisées, voire des ruminations obsessionnelles sur des thèmes multiples. Ce chevauchement ne complique pas seulement le diagnostic, il influence aussi le pronostic et la stratégie thérapeutique. Il invite à ne pas enfermer la personne dans une seule étiquette clinique, mais à comprendre la logique de son vécu, la manière dont les symptômes interagissent, s'alimentent ou se masquent. Car derrière le tableau clinique se dessine une réalité humaine, celle d'un individu souvent épuisé de lutter contre un ennemi intérieur informe, qui ne crie pas, mais murmure sans cesse à l'oreille que le pire est peut-être en train d'arriver. Lorsque l'on aborde la question du traitement du trouble de l'anxiété généralisée, on se heurte d'emblée à une double exigence, celle de soulager une souffrance souvent ancienne, diffuse et tenace, et celle de ne pas renforcer par des réponses trop mécaniques ou uniformes ce que l'anxiété a justement figé. La croyance qu'il n'existe pas d'issue hors du contrôle absolu ou de la vigilance permanente. Traiter le TAG, ce n'est pas seulement apaiser des symptômes, c'est accompagner une transformation intérieure, lente et subtile, qui vise à redonner au sujet un sentiment de sécurité suffisamment stable pour qu'il n'ait plus à se protéger de tout. L'approche thérapeutique repose d'abord sur une évidence clinique. La parole, l'alliance, la régularité d'un cadre sont des fondements. Mais dans ce trouble si intimement lié à la pensée, à ses dérives, à ses biais, à sa tendance à l'anticipation catastrophique, certaines approches se sont montrées particulièrement efficaces. C'est le cas des thérapies cognitivo-comportementales. Elles permettent d'identifier les croyances anxiogènes, les scénarios mentaux répétitifs, les tentatives de contrôle inefficaces, et de les déconstruire progressivement. Par un travail structuré, progressif, centré sur des exercices concrets et des outils de régulation, elles offrent au patient un moyen de reprendre la main sur son propre système d'alerte, non pas pour l'éteindre brutalement, mais pour en atténuer la sensibilité. À cette dimension cognitive peut s'ajouter une approche corporelle qui vise à redonner au corps sa place comme point d'ancrage et non plus seulement comme vecteur de tension. Les techniques de relaxation, de respiration ou de détente musculaire progressive permettent de réapprendre à relâcher la vigilance somatique, à repérer les signaux corporels d'alerte avant qu'ils ne deviennent envahissants. L'apprentissage de la pleine conscience, quant à lui, propose une posture radicalement différente, celle de l'acceptation des pensées sans jugement, du retour au présent, du désengagement progressif face à l'obsession de l'anticipation. Il ne s'agit plus ici de raisonner ou de corriger, mais d'observer, de laisser être, de ne plus se battre contre chaque inquiétude comme si elle annonçait nécessairement un drame. Dans certains cas, l'intensité de l'anxiété, sa chronicité ou l'épuisement associé justifient un soutien pharmacologique. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, bien connus pour leur efficacité dans les troubles de l'humeur, ont aussi montré leur utilité dans le traitement de l'anxiété généralisée. Leur effet n'est pas immédiat, il s'installe progressivement et agit en modifiant les seuils de réactivité émotionnelle. Les inhibiteurs ne visent pas à anesthésier la pensée,
mais à en réduire l'emballement. Les benzodiazépines, anxiolytiques à effet rapide, peuvent être utilisés dans certaines situations aiguës, mais leur utilisation demande une extrême prudence, car elles risquent de devenir une béquille, un refuge immédiat mais trompeur, renforçant parfois le cycle de l'évitement ou la dépendance à des solutions externes. Elles peuvent soulager, mais ne doivent jamais se substituer au travail de fond. Traiter le trouble de l'anxiété généralisée, c'est donc construire un chemin de réconciliation avec soi-même, avec le monde, avec l'incertitude. C'est aider un esprit à tolérer ce qu'il ne peut pas prévoir, à retrouver la confiance en sa capacité à faire face, même imparfaitement. C'est une démarche exigeante, mais profondément humaine. Une invitation à désarmer sans renoncer à se protéger. Un lent apprentissage du courage tranquille.